Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore à notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info. Voici le décryptage de l'actualité. Nous allons maintenant en République démocratique du Congo où l'Ituri s'embrase de nouveau. Au moins une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort ces derniers jours dans des tueries d'origine incertaine qui ensanglantent la province de l'Ituri dans le nord-est de la RDC. C'est ce qu'a indiqué son gouverneur. Le dernier bilan datant d'il y a 2 jours faisait état de quelques 50 morts, a indiqué le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi, joint au téléphone depuis Kinshasa. Mais c'est vrai que l'on se rend compte qu'il y a d'autres cas, ajoute-t-il, tandis que d'autres sources évoquaient un bilan de moins 70 morts. Les violences qui ont commencé vendredi et se sont amplifiées à partir de lundi touchent le territoire de Djougou au nord du chef-lieu Bounia. On en parle ce jour avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, comment est-il possible de parler de tuerie d'origine incertaine? En fait, incertaine, c'est certainement trop dire. Ça, c'est la thèse de l'État, puisque les militaires qui sont sur place, la police, parlent de groupes armés sans pour autant désigner le groupe armé qui est à l'origine de ces violences. Mais pour ceux qui connaissent cette zone de l'Ituri, c'est une zone où il y a régulièrement eu des affrontements entre les Emma et les Lendou. Et dans cet affrontement également, quand on dit 50 morts, c'est entre eux qu'il y a eu les affrontements, c'est entre eux qu'il y a eu les morts. Donc dire incertaine, c'est pas évident parce qu'il y a des sources qui disent que les affrontements ont débuté quand 4 commerçants Emma ont été tués par des Lendou et les Lendou également se sont levés pour s'en prendre aux Emma. Et c'est quelque chose qui s'est fait dans cette zone, on ne sait combien de fois. C'est pourquoi le titre est très clair. On dit s'embrase de nouveau, parce que ce n'est pas la première fois que cette zone-là s'embrase en termes d'affrontement entre ces 2 groupes ethniques. Alors ça veut dire que maintenant, on est dans une sorte d'affrontement interethnique? Oui, on est dans une sorte d'affrontement interethnique qui ne finit pas. Parce que quand on regarde les documents qui sont publiés sur la zone, on se rend compte que le premier affrontement a eu lieu en 1911. Encore avec la présence coloniale. Le second a eu lieu toujours dans la période coloniale en 1953. Et après les indépendances, il y en a eu en 1966, en 1974. Il y en a eu l'année dernière également, fin 2007, début 2018. Mais l'affrontement le plus meurtrier est allé de 1999 à 2003. Et là-bas, il y a eu 50 000 morts, 200 000 déplacés. Donc, il y a une zone qui est là, où régulièrement il y a des affrontements entre 2 groupes qui certes sont agriculteurs et éleveurs, mais ce n'est pas les seules raisons de ces affrontements. Ce n'est pas la terre seulement qui est la raison de ces affrontements. L'État ne fait pas le travail qu'il faut faire, puisqu'on sait qui s'affronte. On devrait faire le nécessaire pour que, dans cette zone, qu'on puisse résoudre ce problème. Et quand on regarde la réaction de la Senko, qu'on ne peut pas accuser de parti pris dans une telle chose, ils disent clairement que la réaction de l'État dans cette zone a toujours été une réaction timide par rapport à ce qui se passe sur ce terrain. Et c'est ça qui explique que ça part et puis ça revient. Est-ce qu'il y a quand même eu des études, des enquêtes qui ont été faites pour savoir les raisons qui expliquent les inimitiés entre ces 2 communautés? Oui, il y en a eu, puisque il est vrai que les Emma sont des éleveurs, les Lendou sont des agriculteurs. Vous avez ce conflit tout le temps de terre, de pâturage que l'on connaît partout, mais sans jamais que ça atteigne une telle ampleur. Ça atteint cette ampleur parce que sous le président Mobutu Sese Seko, à un certain moment, il avait amené ce qu'il appelait la zaïrisation de l'économie. Il fallait que les éléments de l'économie soient détenus par des Zaïrois. À l'époque, certains Belges qui étaient propriétaires d'exploitation au niveau de cette zone, qui est une zone très riche, où on peut cultiver facilement au niveau des hauteurs, pour ne pas perdre leurs biens, ont confié leur exploitation à des Emma. De sorte que dans cette zone, les Emma se sont retrouvés avec de vastes espaces dont ils ne sont pas en principe les propriétaires. Mais la même loi disait que quand quelqu'un se trouve dans un terrain pendant 2 ans et que ce terrain n'est pas réclamé par une autre personne, la personne pouvait aller en faire un patrimoine et puis le déclarer comme une propriété. Les Emma ont joué sur ça. Les terres qui leur ont été confiées par des Belges, ils en ont fait leur propre terre.
À l'époque, les Lendou ne s'intéressaient pas à la scolarisation. La police, c'était plutôt des MA. L'administration, c'était plutôt des MA. Ils sont allés également dans le sens de déposséder les Lendou d'une partie de leur terre en leur présentant des titres de propriété que ces gens ne connaissaient pas parce que eux, ce qu'ils connaissaient, c'était la terre qui était une propriété traditionnelle. Mais quand ces gens se sont réveillés, et bien sûr, ils vont vouloir récupérer leur terre. Et en voulant récupérer leur terre, on est tout le temps en situation de conflit. L'autre élément qui s'y ajoute, certains analystes parlent en disant que c'est une guerre au pluriel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés. L'armée du Rwanda et l'armée de l'Ouganda se sont affrontés en territoire congolais. Parce que la zone est une zone minière également, riche en or, en diamants, riche en bois aussi. Et ces deux armées avaient tendance à venir exploiter la zone et pour le faire, elles n'hésitaient pas à instrumentaliser les groupes qui sont sur place pour les appuyer. Il y a eu même un paradoxe parce qu'une fois, les Ougandais, l'armée ougandaise s'est affrontée l'armée ougandaise parce que deux groupes de militaires avaient instrumentalisé deux milices sur place pour pouvoir exploiter l'espace. Quand il y a eu conflit, quand il y a eu l'affrontement, finalement, c'est l'armée ougandaise qui s'affrontait contre l'armée ougandaise. Donc c'est pour dire que c'est vrai que quand on regarde à première vue, c'est Emma et l'Hindou qui s'affrontent, mais il y a également d'autres éléments qui se mêlent à cela. Alors on sait qu'on est dans l'Ituri, qui est dans le nord-est de la RDC, dans une zone très instable. Est-ce que les groupes armés, les nombreux groupes armés qui sévissent dans cette partie sont hors de cette situation? Non, on soupçonne en particulier l'ADF. Parce qu'ils ont fait, les gens disent qu'on n'est pas sûr qu'ils sont installés sur la zone, mais ils ont plusieurs fois fait des incursions au niveau de la zone. Mais il y a d'autres groupes armés qui sont là-bas, mais que les gens appellent des milices ethniques. Chez les MA, il y en a deux, il y a l'UPC et le PUSIC. Chez les Lendou également, il y en a deux, il y a le FNI et le FRPI, qui sont des groupes connus qui sont là, qui regroupent des gens appartenant à un groupe donné. Certains sont au nord, certains sont au sud, parce qu'ils n'habitent pas de façon totalement séparée au niveau de cette zone. Eux, ils sont des groupes qui sont sur place, qui sont connus. Les autres groupes qui participent à l'insécurité du Zaïre de façon générale, ce n'est pas exactement leur zone, mais il arrive que ces groupes fassent là-bas des incursions, généralement pour venir s'alimenter, pour venir faire du pillage, mais on ne les a pas vus s'installer au niveau de cette zone. Alors, tantôt on parle de 50, de 49, de 60, de 72 morts. Pourquoi cette incertitude sur le bilan? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que quand il y a ce genre de massacre, souvent les gens fuient. Les morts, il va falloir les retrouver après les uns, après les autres. La deuxième chose, quand l'État donne son discours officiel, généralement, l'État n'a jamais tendance à gonfler les chiffres. Et ça fait effectivement cette fourchette qui va même jusqu'à 100, puisqu'il y en a même qui disent 100 morts. Mais quand on regarde les sources indépendantes, les gens sont autour de 60 morts aujourd'hui. 60 morts à partir des corps qui ont été comptés, puisque le chiffre de 50 date quand même de quelques jours. Mais il va falloir attendre encore, parce que même le gouverneur reconnaissait qu'il se pourrait qu'on découvre encore d'autres corps. Parce que une des difficultés là-bas, les deux groupes n'habitent pas de façon géographique. Vous avez des zones où vous avez les uns ici, des zones là-bas. Vous avez des zones où les deux groupes sont mélangés. Et souvent, dès que ça s'embrasse quelque part, c'est comme un feu avec du pétrole ou bien de l'essence. Ça commence à faire le tour et après, il est difficile d'arrêter les affrontements et il va falloir attendre pour connaître le nombre exact de personnes qui ont été tuées. Alors, le porte-parole de la MONUSCO qui est présente dans cette partie de la RDC a déclaré la priorité pour les Nations Unies, c'est la protection des populations civiles. Mais Mamadou Diouf, combien de fois n'a-t-on pas entendu ce discours-là? Mais en fait, l'éternel problème avec ces forces des Nations Unies, c'est le mandat qu'on leur donne. Vous êtes dans une zone où il y a eu déjà des affrontements. On les a amenés là-bas après ces affrontements de 99-2003 qui avaient fait 50 000 morts. À un certain moment, la France a fait une opération sur place en envoyant 1800 hommes, puisque les populations avaient carrément fui. Quand les forces françaises sont venues, il y a eu à peu près 12 000 personnes qui sont revenues pour se réinstaller. Quand les forces françaises sont reparties, la MONUSCO est venue, la MONUC, parce que ça s'appelle la MONUC à l'époque, la MONUC est venue, mais le problème n'est pas réglé jusqu'à aujourd'hui. Et ça pose encore cet éternel problème. Comment se fait-il qu'on met à chaque fois des soldats des Nations Unies, les casques bleus dans une zone,
qu'on voit des affrontements entre des groupes armés, des affrontements ethniques, qu'ils soient là avec du matériel militaire et qu'ils ne soient pas en mesure d'empêcher ces affrontements. Et on les voit toujours, après les affrontements, dire qu'ils sont là pour protéger les populations, alors qu'on parle déjà de 50 morts. Qui a été protégé parmi ces 50 morts-là? Alors, on n'est tout de même pas dans une no man's land, nous sommes en RDC. Qu'est-ce qui empêche les autorités RD congolaises de maîtriser la situation? En tout cas, la société civile considère que cette zone n'intéresse pas les autorités centrales. Parce que quand on écoute un des responsables de la société civile, il dit qu'il y a une quasi-absence d'État. Il est même plus précis en disant que tu peux faire des kilomètres sans rencontrer ni police, ni gendarmerie, ni armée. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une zone où les gens s'affrontent depuis 1911. Donc, il y a de quoi mettre sur place une police pour que quand il y a affrontement, que les gens puissent réagir assez rapidement pour éviter d'avoir un nombre de morts extrêmement élevé. Ça fait partie également de ce que la CENCO dénonce. La CENCO va même jusqu'à se poser la question, est-ce que l'absence de police n'est pas un jeu politique? C'est une zone peuplée, à peu près 5 millions d'habitants, mais avec des gens qui ont plutôt tendance à voter pour l'opposition. De sorte que même au niveau des élections passées, ils font partie de ceux qu'on avait laissés pour ne pas voter en parlant de la violence, en parlant de Ebola, etc., parce qu'on n'est pas loin de cette zone de Ebola. Mais on se pose la question, qu'est-ce que l'État congolais fait alors qu'on sait que la zone est une zone où, pour un rien, les choses s'embrassent? Parce qu'une fois, imaginez-vous que les massacres ont débuté parce qu'on a accusé les hindous qui sont des agriculteurs d'avoir volé du petit bétail chez les Eba. Mais quand on voit que la zone est fragile, inflammable jusqu'à ce point, le minimum, c'est qu'il y ait des unités de police sur place. Alors ça veut dire, à l'heure où nous parlons, dans cette zone-là, le calme n'est pas encore revenu? Ce n'est pas garanti, puisqu'à chaque fois qu'il y a affrontement, les populations se déplacent, puisqu'il y a déjà des déplacés, puisque chacun va essayer de trouver où se réfugier. Mais le problème, c'est que dans les zones où les Emma sont d'un côté, les Lendous sont de l'autre, il n'y aura pas de problème. Mais vous avez d'autres zones où les champs, les habitations, tout est mélangé. Et souvent, pour un rien, il suffit que l'un d'un groupe et l'autre de l'autre groupe s'affrontent et vous avez le cycle qui reprend parce qu'on n'a pas véritablement résolu ce problème depuis qu'il se pose. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque maintenant la pause et après on passe à l'invité sport.